Bon, pour la deuxième partie, la loi d'Ohm. C'est quoi ça? On a des lois partout, hein? On n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Bonjour à tous. On débute avec les deux tensions qu'on travaille à tous les jours. La première, c'est la tension alternative. Celle-là, on la touche un peu moins, mais dans certaines réparations de certains objets, oui, on a affaire à connaître un peu son fonctionnement, parce qu'on survole une partie. Si on regarde au niveau d'un téléviseur, la carte d'alimentation, ça rentre en AC, puis souvent ça ressort en DC. AC, c'est tension alternative, c'est CA, plutôt courant alternatif, ou encore CC, courant continu en français. C'est parce que là, je suis habitué avec les termes anglais. Moi, ici, en Amérique du Nord, c'est ACDC. Puis, que ce soit un ou l'autre, on a certaines choses qu'on doit connaître, mais juste à la base, comme tel. On n'a pas besoin d'aller creuser ça vraiment loin, là. Pour commencer, la tension alternative, c'est celle qui arrive des centrales électriques qui s'en vient jusque chez nous, puis qui nous emmène la base comme telle. Parce que la majorité des appareils vont prendre une tension alternative et immédiatement au départ, ce qu'ils font, c'est la convertir en tension continue, en CC, autrement dit, pour pouvoir alimenter l'appareil, surtout les appareils électroniques. La majorité fonctionne avec ça. Si on parle d'une cuisinière ou encore d'une laveuse à linge, lave-vaisselle, eux autres jouent sur les deux plans. La tension alternative va rentrer à l'intérieur. Généralement, c'est eux qui vont fournir la tension pour les moteurs et ainsi de suite, les éléments chauffants et ainsi de suite. Mais tout ce qui est contrôle à côté, la tension est convertie en CC et va être utilisée pour alimenter ces contrôles-là. C'est pour ça aussi qu'il existe comme des relais, des choses comme ça, des relais. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas à un chip, va partir immédiatement un moteur de 120 volts, fais-moi le marcher, je fais juste un contact, on le fait marcher. On ne peut pas faire ça. Parce que, généralement, le chip va fonctionner sur du 3.3 volts. Le moteur va fonctionner sur du 120, du 115 volts ou du 230 volts si on est en Europe. Excusez-moi. Donc, ça prend quelque chose entre les deux qui peut communiquer, mais sans danger. Donc, généralement, on envoie le signal à un relais que lui, il est à faible intensité, mais qui permet de faire passer une haute intensité de l'intérieur. Lui va permettre de faire passer le courant. Ça ne sera pas direct. Donc, c'est ça qui permet d'activer certaines choses, de AC à DC et ainsi de suite. Comment ça fonctionne? La tension AC, ce qui est important de retenir, c'est que pour le minimum de tension AC, on a besoin de 3 fils. Généralement, un fil vert qui est la mise à la terre, un fil blanc qui est le fil neutre comme tel, et un fil noir qui est le fil live, celui qui emmène vraiment la tension. Même qu'en AC, il peut exister deux autres couleurs, c'est le fil bleu, si je ne me trompe pas. Je l'avais marqué là, un fil rouge qui peut être la deuxième phase, ou un fil bleu qui peut être la troisième phase. Donc, il peut rentrer 3 fois de la tension, autrement dit, dans un seul et même fil. Le vert avec une ligne jaune dessus, c'est un fil de mise à la terre. Et le blanc, ben, c'est toujours le neutre. Fait que c'est le nombre de fils qu'on a besoin pour faire fonctionner avec du AC. Il y en a qui vont voir, des fois, ils vont dire « Hey, mon grille-pain, il y a que 2 fils. » Oui, ça c'est correct. C'est parce qu'ils sont protégés à l'interne. Donc, on fait rentrer seulement le neutre et le neutre et le live à l'intérieur, la phase 1, pour le faire fonctionner. Il n'y a pas rien en dedans qui a du danger pour faire un court-circuit, autrement dit. Puis toutes vos prises sont déjà en mise à la terre. Fait que c'est la seule différence. Dans le temps, on n'avait même pas cette mise à la terre-là. Je me souviens d'avoir réparé une perceuse Black & Decker, tout en métal.
puis pas de mise à la terre après dessus. Ça fait que si tu perçais un fil, puis la tension passait dans la perceuse, c'est toi qui recevais le courant. C'était pas bien pratique. À un moment donné, là, ils ont développé les corps en plastique et ainsi de suite. Donc, il n'y avait plus de danger comme tel. Mais c'était ça. Puis si on voulait sécuriser ça, cette perceuse-là, il fallait vraiment partir un fil du boîtier en métal, puis l'envoyer à la terre. S'il arrive quelque chose, mais au moins ça s'en allait direct dans la terre. C'est pas toi qui se ramassait avec le choc. Mais dans ce temps-là, c'était comme ça. Les maisons n'avaient même pas de mise à la terre dans les prises. C'était seulement 2 fils. La tension alternative, ça le dit par son nom, ça alterne toujours. Je vais vous montrer ici à quoi ça peut ressembler une tension alternative. C'est que si je m'en vais dans Screen Capture, je m'en vais dans Photoshop, je vous ai fait un beau petit dessin. Une tension AC. Amérique du Nord, c'est 115 volts. En France, à Paris, et ainsi de suite, il y a plusieurs autres endroits, c'est 230 volts. Des fois, vous allez voir 220, des fois, vous allez voir 235, des fois, vous allez voir 240. Tout dépend, c'est comment ce que le monde décrive. Puis même ici, en Amérique du Nord, on voit 115, 110, 120. Ils jouent là-dedans. Mais c'est toujours la même chose. Puis la tension alternative fonctionne de cette façon-là. Elle monte, elle redescend, s'en va au négatif, elle remonte, elle s'en va au positif, elle redescend, s'en va au négatif, et ainsi de suite. Ça, elle fait ça à raison, en Amérique du Nord, de 60 cycles ou hertz par seconde. Elle fait ce mouvement-là 60 fois par seconde. En France, on parle de 50 cycles ou hertz par seconde. Il arrive même, pour ceux qui ont des yeux un peu plus sensibles, d'être dans une salle, puis de se rendre compte que la lumière, c'est pas scintille, mais elle vibre. Il y a une vibration dans la lumière. Mais ça, justement, c'est le passage du négatif au positif qui passe dans la lumière. La lumière s'allume et s'éteint 50 fois par seconde. C'est rapide, là. Mais les yeux, souvent, s'en rendent compte. Juste pour un écran d'ordinateur, quand on a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, il y en a qui sont pas capables. Il y en a qui sont pas capables, ça leur fatigue les yeux. Ça prend quelque chose de plus haut pour pas avoir ce problème-là. Un écran de qualité va monter justement dans le taux de rafraîchissement comme ça. Va monter dans les 120, 240. Il y en a même qui vont jusqu'à 600, etc. Donc, c'est vraiment la fréquence avec laquelle la tension passe du positif au négatif. Ça, c'est la tension AC. Si on s'en va dans la tension DC, ben là, c'est pas compliqué. J'ai pris comme référence une tension de 12 volts. Ça part de 0, puis quand on active l'interrupteur, ça monte à 12 volts, puis là, ça reste stable. Dans la grande majorité des cas, le positif est représenté par un fil rouge, le négatif par un fil noir. Fait que dans la majorité des cas, c'est ça. Et c'est surtout ce type de tension-là qu'on travaille dans les consoles de jeux, les ordinateurs, même les cellulaires et ainsi de suite, tout ça. Ça fonctionne tout avec la tension comme ça. Tout dépendant des appareils comme tels, un cellulaire va fonctionner sur le 5 volts. Console de jeu va fonctionner souvent sur du 12 volts, qui va se créer des branches de 5 volts puis une branche de 3.3 volts. Un ordinateur à l'entrée, souvent c'est 19 volts, 20 volts, voire même 20 volts, puis à l'intérieur on a besoin d'un 5 volts puis un 3.3 volts. C'est tout converti à l'interne, ça, pour les besoins comme tels. Mais l'adaptateur que vous branchez dans l'ordinateur, souvent, c'est du 120 qui rentre dedans, puis il est converti à 19 à 20 volts à la sortie, DC. Il rentre en AC, puis il sort en DC. Si on va prendre un petit exemple, là, petit adaptateur de Nintendo Switch, ici, nord-américain, avec les prises nord-américaines. Ben, si je regarde dessus, on va mettre en dessous, là, au microscope. Comme ça. Comment ça revient au microscope? Vous voyez que il peut rentrer à l'interne entre 100 et 240 volts. Alternatif, vous le voyez par le signe tilde ici, c'est alternatif. À une fréquence de 50 ou 60 Hz, puis de 1 ampère. Ça, c'est à l'entrée. C'est qu'est-ce qu'il y a besoin à l'entrée. À la sortie,
ce bloc d'alimentation-là, cet adaptateur-là, est capable de créer du 5 volts courant continu. Regardez, par la ligne continue et les petits points ici, c'est le sigle qui affiche le courant continu. Puis il sort 1,5 ampères. Puis il peut aussi générer du 15 volts, toujours en courant continu, 2,6 ampères. Donc, vous venez d'apprendre vos deux premiers signes. Là. Ça, c'est alternatif. Ça, c'est tension continue ici. CC ou DC. AC ou DC. À partir de là, on est capable de faire fonctionner nos appareils. Souvent, l'appareil va avoir une fiche qui rentre directement dedans. Ça, c'est un bloc d'alimentation de PlayStation 4. Ma prise d'alimentation standard est ici nord-américaine. Elle rentre à l'intérieur. Ça ici, toute cette boîte-là ici, elle est poussiéreuse, hein? Sert à générer la tension DC qu'on a besoin pour faire fonctionner l'appareil. Et en dessous ici, on a deux sorties qui se branchent dans la carte mère et c'est 12 volts qui sortent. Généralement, ils vont nous marquer des informations, les autres aussi, là, input et output. Si je le mets en dessous du microscope, on a le modèle du Power Supply, un ADP 200ER. On voit bien AC input. Lui aussi peut prendre de 100 à 240 volts. Donc, cet appareil-là, je pourrais le faire fonctionner autant en Paris, en France, qu'au Québec. Ça, les deux, il fonctionnerait aux deux places. Tout ce qu'on a besoin, c'est de changer de fil, dans le fond. La prise du fil. Parce que la fiche est différente. Puis, il accepte 2,5 ampères en rentrant. C'est beaucoup, tu sais, pour une console de jeu. C'est beaucoup, ça. Si on pense qu'un circuit peut avoir 10 ampères, 15 ampères, c'est beaucoup, ça prend une bonne partie. Puis il accepte du 50 ou du 60 Hz. Il s'ajuste lui-même. Sa sortie, il y a deux sorties, lui. Il sort une sortie de 4,8 volts. Il marque bien DC output, la sortie en DC. 4,8 volts, DC, 1,5 ampères. Et il sort également 12 volts DC, 16 ampères. Donc, c'est le bloc d'alimentation qui fournit ça à l'appareil pour le faire fonctionner. Fait que, vous voyez un peu la différence entre les deux tensions. On pourrait en parler pendant des heures, mais moi, je veux juste que vous ayez la base comme ça pour partir. C'est assez comme ça. Et là, on va continuer avec la tension, l'ampérage, puis la résistance. Si je prends mon petit dessin que j'ai ici, on va commencer par passer au travers. Là. Je vais enlever les... C'est ici, là. Qu'on affiche vraiment le petit dessin. Je suis toujours dans Photoshop, puis je le fais en même temps que je travaille avec vous. La tension qu'on peut avoir dans un circuit, ou la tension qu'on reçoit d'une batterie, d'un accumulateur, d'un chargeur, d'un adaptateur, amenez tout ce que vous voulez, là. Ça va toujours, la tension va toujours être le voltage. Si on prend le voltage qui charge nos cellulaires aujourd'hui, c'est du 5 volts. C'est toujours du 5 volts. À moins d'avis contraire, je pense pas qu'il y en ait d'autres, mais généralement, c'est toujours du 5 volts. Si on parle de courant ou de l'intensité d'une tension, le courant ou l'intensité d'une tension, c'est son ampérage, autrement dit. C'est la vitesse à laquelle la tension va se déplacer dans un fil, dans un circuit, et ainsi de suite. Donc, plus l'ampérage est haut, plus la tension se déplace rapidement. Puis quand je parle de tension, là, si on va aller en mode atome, là, on parle des électrons, des protons, des neutrons, et ainsi de suite. C'est qu'est-ce qui se déplace dans un fil. C'est ce qui crée, dans le fond, l'interaction qu'on fait. On fait différentes actions avec différentes composantes, et ainsi de suite. C'est avec ça qu'on joue, dans le fond. Un fil de tension comme on a ici, ça représente le déplacement des électrons.
Pour le commun des mortels, ou du monde qui ont une certaine connaissance des circuits-là, on a toujours été dans ce sens-là, c'est que la tension se déplace du positif au négatif. Ça, c'est une convention là, qui va partout, là, comme quoi qu'on travaille toujours du positif au négatif. Mais dans le fond, c'est pas vrai. Les électrons se déplacent toujours du négatif vers le positif. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que par endroit, des fois, il va falloir que vous fassiez vous-même la comparaison pour savoir de quoi il parle au juste. Parce que la majorité du temps, le monde va vous parler du positif vers le négatif, mais dans les faits, c'est vraiment du négatif vers le positif. Si, autrement dit, j'allume ça ici, les électrons vont toujours se déplacer dans ce sens-là. Par convention à travers le monde, c'est comme ça qu'il l'indique. On a du positif vers le négatif. Fait que ça, c'est ce qu'on parle de tension comme telle. Si on parle d'ampérage, c'est la vitesse à laquelle les petits électrons ici vont se déplacer dans un circuit. Plus ils se déplacent rapidement, plus il y a de friction et ainsi de suite, plus ça chauffe, et ainsi de suite, ça prend des protections pour chauffer ça. Si on parle, là, quand on parle des petits radiateurs qu'on a sur des puces, des chips, et ainsi de suite, des processeurs, c'est parce que ce qui se trouve en dedans, ça se déplace à une vitesse assez rapide, assez phénoménale. Donc, ça développe une certaine chaleur comme telle. Mais il y a une chaleur normale, puis il y a une chaleur pas normale aussi. Si on a un système qui ne fonctionne pas, puis on regarde avec une caméra thermique, puis on se rend compte qu'il y a un chip ou encore un condensateur qui devient rouge, c'est qu'il y a de grandes chances que ce condensateur-là soit en court-circuit avec la masse. C'est pour ça que là, il envoie directement l'intensité de l'ampérage à la masse, ce qui ne devrait pas. Et là, ça fait allumer le condensateur. Ce qui peut réduire cette vitesse-là et ainsi de suite, jouer avec la tension, c'est les résistances. Quand on a une restriction, il y a une résistance. Si je viens chercher ça ici, attendez une minute, rectangle ici, et que je viens jouer avec ça ici, puis que je crée une résistance, oups, je voulais pas le descendre de même, je me trompe tout le temps de bouton, comme ça, je descends ça là, je descends ça là, je fais la même chose là, bon, savez-vous ce que je viens de mettre ici là, si je reprends tout ça là? Je viens de mettre une restriction, une résistance. Les électrons n'auront pas le choix de ralentir quand ils vont passer ici, parce qu'il y a une résistance. C'est avec ça qu'on fait varier aussi certaines fonctions dans un circuit. Ça fait que, grâce à ça, on est capable de faire différentes actions envers différentes composantes, puis créer les actions qu'on a besoin. Fait que ça, au niveau de la tension, de l'ampérage et de la résistance, je pense que c'est assez clair. Si vous avez des questions dans ce sens-là, ne vous gênez surtout pas. Posez-moi des questions. Je ne suis pas un devin qui devine tout ce qu'il y a dans vos têtes. Et je suis là pour répondre à vos questions. La deuxième étape, la loi d'Ohm. La loi d'Ohm. C'est quoi ça? On a des lois partout, hein? On n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Mais une loi d'Ohm, c'est plus une constatation qui a été faite à un certain moment donné qu'il y avait au moins 3 valeurs qui étaient toujours en relation. Je dis au moins parce qu'il y en a plus que ça. Il y a toujours 3 valeurs qui sont en relation. C'est le 1, la tension ou le voltage. 2, l'ampérage. Et 3, la résistance. Pour avoir un circuit basé sur, supposons, 12 volts, avec un ampérage de 2 ampères, quelle résistance j'ai besoin dans mon circuit pour que ça fonctionne?
Mon circuit a besoin de ça. 12 volts, 2 ampères. Quelle résistance que j'ai de besoin? Dans ce cas-là, on va aller utiliser un petit calcul bien simple. Si je m'envoie ici, c'est ça. Ici, on a la loi d'Ohm vraiment de base. C'est un diagramme qui démontre la loi d'Ohm vraiment de base. La lettre ici du haut va souvent être représentée par un V, par un E. Je pense qu'il y en a d'autres aussi. Il me semble qu'il y en a d'autres. En tout cas, ça, c'est toujours le voltage en haut. On parle toujours du voltage. En bas, ici, à gauche, on parle de l'intensité de la tension. On parle de l'ampérage. Puis finalement, la résistance conserve son R qui est la résistance ici. Puis si on se base sur ce schéma-là, c'est que le voltage est toujours équivalent, toujours divisé par l'ampérage fois la résistance. On a parlé tantôt qu'on voulait avoir... on voulait savoir quelle résistance qu'on a besoin de ça ici. On a 12 volts, puis on a 2 ampères. Si je veux, mon système, je veux qu'il fonctionne bien avec ces deux valeurs-là, donc je dois faire le voltage divisé par l'ampérage. Donc, 12 volts divisé par 2 ampères égale 6 ohms. Donc, ça va prendre 6 ohms dans mon circuit pour que tout fonctionne correctement. Ça fonctionne dans tous les sens du terme, ça. Si je veux avoir un voltage, j'ai l'ampérage et la résistance, mais j'ai pas de voltage, ben, je peux prendre l'ampérage qui est, supposons, 4 ampères, la résistance qui est, on pourrait dire, 6 ohms. 4 fois 6, donc le voltage en haut va devenir 24 volts. Ça va être 24 volts. Ces trois notions-là sont toujours fixes. C'est toujours comme ça que ça fonctionne au niveau de la tension. Au niveau du courant électrique, au niveau du déplacement de l'électricité, qu'on pourrait dire. Fait que ça, c'est important de le retenir, de le savoir comment ça fonctionne. Parce que dans un circuit, des fois, on a besoin de calculer. Qu'est-ce qu'on aurait besoin? Si on a telle résistance, puis on a tel voltage, c'est quoi l'ampérage que j'ai besoin? J'ai besoin de 2 ou 3 ampères. Oups, il m'en sort seulement 1.2. J'ai un problème sur le circuit. Il y a un problème sur le circuit qui me permet, qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas. On peut le voir souvent quand on teste avec nos blocs d'alimentation d'établi. Si on teste un ordinateur de gamer, souvent, l'ordinateur de gamer va fonctionner des fois à 10, 12, 15 ampères. Ça tire du jus. Généralement, nos blocs d'alimentation d'établi ne développent pas plus que 5 ampères. Aujourd'hui, il y en a à 10. Au moins, c'est pas pire. Mais si on essaye de faire fonctionner un ordinateur de gamer avec ce bloc d'alimentation-là, l'ordinateur va essayer de démarrer, va arrêter. Va essayer de démarrer, va arrêter. Pourquoi? Il n'a pas assez d'ampérage pour fonctionner. C'est la même chose que je viens de vous expliquer là. Mais ça ne s'arrête pas là. Puis, par chance, aujourd'hui, on a plein d'outils qui nous aident à arriver à des résultats. Je vous avais dit une couple de fois que j'avais calculé, dans le temps, je faisais ma première petite maison, je l'ai eu avec ma conjointe. Je faisais les rénovations moi-même. Fallait installer des nouvelles lumières sur un circuit parce que je faisais même de l'électricité moi-même. Chut, faut pas le dire. Ça fait 30 ans de ça. Aujourd'hui, au Québec, on n'a plus le droit de faire ça. En tout cas, je faisais l'électricité moi-même, puis je voulais déterminer combien de lumière que je pouvais mettre sur un circuit. Puis je voulais savoir si ce circuit-là aurait été assez fort. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, le filage et ainsi de suite. Je voulais savoir si le circuit était capable d'accepter tant de lumière et ainsi de suite. Comment est-ce que je pouvais savoir ça? C'était avec le nombre de watts sur une ampoule. Généralement, dans ce temps-là, on utilisait toutes des ampoules par incandescence. Puis c'était des 60 watts dans la majorité des cas.
Si je voulais savoir combien d'ampérage tirait 6 lumières sur un circuit, mais je pouvais prendre le nombre de watts au total, 6 x 6, 36, donc 360 watts, que je rentrais dans le calcul avec la tension qui était 120 volts dans ce temps-là, puis ça me donnait toutes les valeurs, combien d'ampérage que j'allais chercher là-dedans. Pour vous donner un exemple, il y a un outil qui existe chez DigiKey. DigiKey, c'est le fournisseur de pièces électroniques, à peu près le mieux qui existe ici au Canada. Il y en a d'autres qui sont excellents. Mauser est excellent, et ainsi de suite. Mais DigiKey ici, c'est 8$ la livraison des pièces, puis on les a dans les 24 heures la majorité du temps. Je vais vous emmener sur une page qui existe chez DigiKey, qui est un calculateur de conversion, calculateur de loi d'Ohm. Fait qu'on n'a pas besoin de se casser la tête pour faire des calculs à la main. On vient ici. J'ai dit tantôt que j'avais une tension de 120 volts ici. J'avais 360 watts puissance qui est ici. Je veux savoir c'est combien est-ce que ça va développer en ampérage. Calculer 3 ampères. Sur un circuit de 10 ampères, je pense que j'étais vraiment safe. Là. Il n'y avait pas de problème. Là. Je pouvais mettre d'autres choses, des prises et ainsi de suite pour faire fonctionner d'autres choses. Fait que c'est comme ça qu'on est capable de calculer toutes les choses. Cet outil-là est toujours disponible chez DigiKey. L'adresse ici, c'est digikey.fr. Ressources, Conversion Calculator ohms. C'est pas dur, faites une recherche sur calculateur de loi d'Ohm et vous allez tomber dessus chez DigiKey. Là. Il est fantastique cet outil-là. Ils donnent plein d'outils eux autres. Là, je suis en France en ce moment, mais là au Canada aussi. Du Nord, Canada. Français. Et voilà, calculateur de loi d'Ohm, digikey.ca. C'est la même chose. Fait que vous pouvez faire vos calculs comme vous voulez ici. Et ça, regardez tout ce que ça implique. La base, c'est ça, les watts, le voltage, l'ampérage et les ohms. À partir de tout ça, on est capable d'aller chercher toutes les autres alentours ici. Les racines carrées de puissance, et ainsi de suite. C'est un outil vraiment, vraiment, vraiment pratique. C'est des choses qu'on va avoir à utiliser des fois quand on veut aller plus loin dans un circuit. C'est surtout pour comprendre son fonctionnement. Ça arrive des fois, moi-même, que je vois des appareils et juste par expérience, à voir comment ils réagissent, je suis capable de déterminer au départ que c'est c'est un manque de tension qui fait ça. Pas un manque de tension, un manque de tension ou encore un manque d'ampérage. Ces deux-là vont jouer souvent. Donc, qu'est-ce qui peut causer ça? On va aller dans ce cas-là, dans la carte d'alimentation, puis on va aller voir ce qui se passe. Aujourd'hui, on le sait, là, bien souvent, c'est des condensateurs qui font défaut. Surtout un condensateur qui commence à arriver en fin de vie, ça peut créer bien des choses des fois. Au départ, l'appareil part pas, mais à force de le forcer, il part. Il fonctionne. Ça, c'est un bon indicateur qu'il y a un condensateur à quelque part qui a de la misère à charger. Là. Un condensateur, n'oubliez pas, on va y revenir, mais c'est un accumulateur. C'est un genre de pile, dans le fond. Puis c'est un filtre aussi, ça agit en fait filtre pour régulariser une tension dans un circuit. Fait que, je pense, pour la première partie, si vous avez des questions, des choses que j'aurais oubliées, je pense qu'on va arrêter là pour le moment. Parce que je vais développer de plus en plus de cours là-dessus. Puis, ne vous gênez pas. Écrivez-moi. On est à veille de rentrer dans le gras, là, avec les outils. Mais il fallait passer par là pour commencer. Fait que, un gros merci à tous pour votre soutien. On revient dans un prochain cours. Merci.